Je vous invite à vous asseoir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière soirée du Forum Veritas. Alors on va récapituler ce que sont les Forums Veritas. Donc, ils sont nés il y a 21 ans donc, à l'université de Harvard, quand quelques étudiants se sont dit que la recherche de vérité à l'université devrait pouvoir progresser de manière plus globale, sans cloisonner la réflexion à un domaine académique donné. Donc ces étudiants ont commencé à organiser des événements, conférences, débats, comme ce soir, et des ateliers, des prestations artistiques, voilà. Tout ça pour permettre aux étudiants de réfléchir véritablement aux questions existentielles de la vie. Donc le nom donné à ces événements rappelait la devise de l'université de Harvard, Veritas. En France, les événements Veritas sont proposés par l'Association des groupes bibliques universitaires, association culturelle loi 1901, en collaboration avec les collectivités territoriales et d'autres mouvements étudiants de divers horizons intéressés par des débats d'idées. Donc les GBU, qui sont-ils ? Ils sont présents sur la majorité des campus en France et ils offrent chaque semaine la possibilité de réfléchir sur la vie à la lumière de textes bibliques, essentiellement au travers de discussions ouvertes et animées par les étudiants, donc pour les étudiants. Au travers des forums Veritas, on cherche à promouvoir un débat ouvert, honnête et de haut niveau sur des questions de société. C'est pour cela qu'on a à cœur de laisser s'exprimer des spécialistes issus de disciplines différentes et aussi qui ont des visions du monde différentes. Donc le thème de ce forum Veritas, c'est « Libre de faire ce que je veux ». Et le thème de cette soirée, c'est « Suis-je le produit de ma culture ?» Donc je remercie les orateurs, Yannick Imbert, Raphaël Liogier, et je laisse la parole au modérateur, Alexis Masson. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce forum Veritas. Alors celui-ci touche malheureusement à sa fin puisque nous arrivons au terme des 3 soirées qui étaient prévues pour étudier le thème général, qui est, je le rappelle, « Libre de faire ce que je veux ». Néanmoins, nous avons conservé le meilleur sujet pour la fin, car en effet, le sujet de ce soir, c'est « Suis-je le produit de ma culture ?» qui questionne le thème général de la liberté et de la volonté en amont, c'est-à-dire qu'il interroge la question des causes de notre volonté et donc de notre liberté. Donc, en quelque sorte, la compréhension du thème général de ce forum repose directement sur le sujet de ce soir. D'une certaine manière, on a placé la question du début à la fin, un peu comme la série Star Wars ou encore La planète des singes. Ici, c'est le forum Veritas, les origines. Alors, pour étudier ce sujet, et pour en débattre, nous avons l'honneur de recevoir Raphaël Liogier à ma gauche et Yannick Imbert à ma droite. Je vais présenter chacun des débatteurs. Raphaël Liogier est docteur en sciences politiques, il est politologue et sociologue des religions. Il est directeur de l'Observatoire du religieux et professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et à l'Institut de management public et de gouvernance territoriale. Il enseigne la sociologie et l'anthropologie. Ses domaines de recherche portent sur l'évolution des croyances dans le monde occidental et sur la nature de la croyance elle-même. Face au grand débat public, il n'hésite pas à prendre une position à contre-pied des opinions majoritaires. Il a critiqué la Miviludes sur sa méconnaissance des sectes. Il a pointé les contradictions d'une laïcité à la française qui se veut neutre mais qui en même temps définit la nature d'un culte. Il a affirmé que le port du voile chez les jeunes femmes musulmanes françaises est en réalité le résultat d'un acte libre et volontaire. Et dernièrement, il a remis en question la prétendue islamisation de la France. Malgré ses positions polémiques, sa pensée est influencée par Bourdieu. Celui-ci lui sert de prisme pour analyser le phénomène de la pensée unique où la normalité forcerait les individus à se conformer au canon dominant. En parlant de normalité, on pourrait réfléchir au cas de notre président normal, on peut se demander s'il l'a lu. En tout cas, s'il ne l'a pas lu, on peut recommander quelques livres parmi les derniers publiés par Raphaël Liogier, parmi lesquels Le souci de soi, conscience du monde vers une religion globale, publié chez Armand Collin en 2012, et Le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective, publié aux éditions du Seuil en 2012. De l'autre côté, nous avons Yannick Imbert, qui est docteur en théologie du Westminster
Theological Seminary et professeur d'apologétique et d'histoire à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Sa thèse de doctorat portait sur la théorie de l'imagination chez Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, qu'il considère comme un formidable support de réflexion théologique. Il a participé à la rédaction de The Encyclopedia of Christian Civilization aux éditions Blackwell en 2008 et il a publié de nombreux articles portant principalement sur l'apologétique chrétienne. Alors pour la petite histoire, vous êtes également diplômé d'un DESS en management interculturel et médiation religieuse de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, là où justement Raphaël Liogier a été votre professeur. Alors nous verrons si l'élève a été déterminé, puisque c'est justement le sujet de ce soir, nous verrons si l'élève a été déterminé par son professeur ou si au contraire, à l'image d'une relation entre Platon et Aristote, si le disciple propose une pensée différente par rapport à son maître, et si vous adhérez à l'éthique à Nicomaque lorsque Aristote dit à propos de Platon, on peut avoir de l'affection pour les amis et la vérité, mais la moralité consiste à donner la préférence à la vérité. Autrement dit, je t'aime bien, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Alors ce soir, nous entendrons donc nos deux intervenants pour discuter du sujet « Suis-je le produit de ma culture ?» Chacun d'eux aura 20 minutes pour défendre sa thèse, puis ils pourront librement échanger sur leur position réciproque pendant 20 minutes. Enfin, le public pourra poser ses propres questions aux intervenants. Alors je rappelle qu'il s'agit de questions et non pas d'un commentaire. Nous avons déjà 2 intervenants, nous n'avons pas besoin d'un 3e. Les questions doivent être plutôt courtes. Alors bien sûr, on ne sera pas aussi dogmatique que Twitter, ce n'est pas 140 caractères. Vous pourrez poser des questions un peu plus longues, mais l'idée c'est que chacun puisse poser ses questions. Alors moi, pour ma part, en tant que modérateur, je vais essayer de mesurer le temps de chacun et de respecter la parité du temps de parole. Également de veiller à ce que chacun pose bien ses questions et puisse respecter la possibilité pour chacun de poser ses questions. Alors, avant de commencer, je rappelle également qu'il est important que les portables soient coupés, tout simplement parce qu'il y a des micros d'une part, il y a une caméra d'autre part, et il risque d'y avoir des interférences. Voilà, alors je laisse la parole à Yannick Imbert, qui sera le premier intervenant à intervenir, justement, sur ce thème, je le rappelle, suis-je le produit de ma culture ? Merci beaucoup. Je vois que la technologie, pour une fois, marche sans problème. C'est un grand plaisir, honneur pour moi d'être parmi vous, d'avoir été invité par les organisateurs donc, du Forum Veritas. C'est aussi avec grand plaisir que je me trouve ici avec Raphaël Liogier, même si je dois dire en toute humilité que ça fait déjà un petit moment que ces cours à l'IEP d'Aix se sont passés et que pas mal d'eau a coulé sous les ponts finalement. Et que, oui, je suis passé du côté obscur de la sociologie en me dirigeant vers la théologie de l'imaginaire, plutôt que d'avoir continué, en fait, ne serait-ce même qu'en anthropologie. Donc, je suis peut-être passé du côté obscur, en fait, en continuant en théologie, justement. Le thème qui nous est proposé ce soir pourrait être abordé de plusieurs manières, et en fin de compte, pourrait être réglé en 30 secondes. Suis-je le produit de ma culture ? Oui et non. Et on pourrait prendre des exemples tout à fait de l'ordre du banal et du quotidien, finalement. Par exemple, pas plus tard qu'hier, en fin de compte, sur Aix, je rentrais un petit peu tard et j'avais besoin de pain. Tout à fait culturel, français, on ne mange pas sans pain. Et j'ai été conditionné par la culture ambiante, dans le sens où, à la boulangerie du coin devant laquelle je passais, il n'y avait que du pain bio. Je ne suis pas un fan, moi, de pain bio, mais dans la culture dans laquelle on se trouve, le bio, c'est culturel. Et ma décision d'acheter du pain bio, en fait, était un petit peu conditionnée par cette culture-là. C'est tout ce qu'il y avait. Donc, produit de la culture, certaines de mes décisions, oui, sont le produit de la culture, mais c'est normal. D'un autre côté, non. Par exemple, votre présence ici peut en être le témoignage. Pourquoi ? Il me semble, moi, en comparant par exemple avec ce que j'ai vécu aux États-Unis pendant 4 ans, que le format Forum Veritas est tout à fait culturellement adapté au milieu anglo-saxon, notamment aux États-Unis, où ce genre de débat universitaire, de foi, de religion, se fait de manière naturelle. Je ne suis pas certain que ce soit naturel à la culture française.
ou en tout cas à notre système universitaire français. Mais là, je ne sais pas si Raphaël Liogier me contredira ou pas sur l'aspect de terrain. Il faudrait vérifier si sur le terrain c'est effectivement valide comme observation. Mais il me semble que c'est très anticulturel, votre présence ici. Donc vous faites ici témoignage du fait que vous n'êtes pas complètement conditionné par votre culture française. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir ce qu'est la culture française, si on peut même arriver à la définir. Alors, pour essayer d'aller un petit peu plus loin et pour quand même rentrer dans le sujet, en fin de compte, la question qui nous est posée là, c'est pas simplement de savoir si je suis en partie, à une certaine hauteur, conditionné ou le résultat de la culture et du monde dans lequel je vis. Certainement, étant historiquement, socialement, politiquement situé, moi dans ma personne, vous aussi, nous prenons des décisions et nous sommes conduits même parfois à penser, à nous positionner dans une structure sociale qui est le fruit d'une époque. La question en fait qui est posée, c'est une question qui est directement liée au thème général de ce forum. La question, c'est celle-ci, suis-je libre dans la culture qui est la mienne? En d'autres termes, et c'est la manière dont je vais aborder le thème ce soir, donc en redéfinissant un petit peu plus précisément cette question-là, tous mes choix, absolument tout ce que je suis en tant que personne, est-il conditionné par la culture? Donc ce n'est pas la question de savoir s'il y a des éléments qui proviennent de la culture dans laquelle je suis, et dans laquelle j'évolue, dans laquelle je suis né, dans laquelle j'ai grandi, mais réellement de savoir si tout ce que je suis, ma foi, ma raison, ce que je pense, ma citoyenneté, ma relation avec les autres religions, est conditionné par la culture. Voilà la vraie question, c'est la question de la réalité de la liberté, de votre liberté en fait, dans la culture. Ne suis-je en fin de compte que le résultat réussi d'une éducation qui m'a été bénéfique? Est-ce que j'ai été la conséquence malheureuse de circonstances, ma foi, malencontreuses? Est-ce qu'on doit dire que la culture, par exemple, surveille tous les pas de l'homme, qu'elle le hante, qu'elle gouverne non seulement ses actes, mais aussi ses sentiments, son imagination, ses croyances, ses illusions, sa volonté politique? Est-ce qu'on doit dire, en fin de compte, que la culture est semblable à l'atmosphère qu'on respire et qu'il est absolument impossible d'échapper à la culture, de la même manière qu'il est impossible de se passer d'air pour respirer? Voilà la question qui se pose à nous ce soir. Répondre à la question, oui ou non, serait une erreur. Peut-être oui et non est toujours et souvent l'une des solutions. Mais en fin de compte, cette question-là, on ne peut y répondre que si on se pose un petit peu la question d'abord de savoir ce qu'est la culture. Se poser la question du conditionnement de la culture, c'est se positionner par rapport à ce que ce terme veut dire. Et là, nous nous trouvons confrontés à l'un des premiers problèmes, qui est la définition de la culture. Alors rappelez-vous que ce soir, je prends l'angle théologique. Donc je prends l'approche de la foi d'un professeur de théologie chrétienne. Et certainement, on pourrait définir la culture de bien des manières, notamment pour ce qui est du domaine sociologique, dont Raphaël Liogier pourra certainement mieux nous parler ce soir. En fin de compte, du côté théologique, on pourrait distinguer plusieurs options pour répondre à cette question-là. La première, c'est de considérer qu'en fin de compte, la culture, c'est simplement l'expression, la manifestation extérieure et concrète des idées de l'homme. La culture, ce serait une affaire d'idées. C'est les idées, c'est l'esprit humain qui construit une culture à son image. Ça, en théologie, dans la foi chrétienne, ça a été souvent avancé en fin de compte, cette position-là. La culture, c'est ce que je fais, c'est le produit de mes idées. Dans ce sens-là, la réponse à la question qui nous est posée ce soir serait uniquement négative. Non, je ne suis pas le produit de ma culture, je ne suis pas conditionné par la culture, puisque ce sont mes idées qui produisent cette culture-là. La culture est le produit de l'activité humaine, et elle est seulement le produit de l'activité humaine. Elle n'influe pas l'homme. Première position. Position qui me semble
et ça vous paraîtra peut-être étrange, hein, mais position qui me semble personnellement très déséquilibrée. Pourquoi ? Oui, je suis d'accord, l'homme est toujours historiquement, socialement situé. Je ne suis pas qu'un esprit, qu'une âme, qu'un cerveau qui pense. J'ai aussi ce corps qui réfléchit avec moi, ce corps qui agit dans ce monde-là et avec lequel j'interagis dans la culture qui est la mienne. Donc, première position qui peut-être est un peu trop idéaliste. Et là, idéaliste au sens quasiment philosophique du terme. Ne sommes-nous pas, en fin de compte, aussi le résultat de notre éducation ? Voire même, et là je parle en tant que chrétien, voire même pour ceux d'entre vous qui partagent cette foi, ne faisons-nous même pas parfois des affirmations qui sont tout à fait culturelles ? Voire même, n'agissons-nous pas, en tant que chrétiens, de manière uniquement culturelle parfois ? Question ouverte. Pour d'autres, la culture, c'est une affaire de structure qui donne un sens à la vie humaine. Et c'est en fait cette structure-là qui conditionne toute la vie humaine. Puisque c'est la seule réalité auquel l'homme est confronté. La réalité dans laquelle il se trouve, celle à laquelle il est confronté, c'est une réalité d'ordre culturel qui englobe donc toutes les activités de l'homme. C'est un petit peu ce parapluie qui englobe tout ce que l'homme fait. Il n'y a rien en dehors de cela. L'homme n'a pas donc d'accès à la culture. Il n'a pas d'accès critique à la culture, puisqu'il est situé à l'intérieur même de cette culture. Et on en revient à cette considération première qu'on avait faite ensemble. À ce moment-là, je suis culturellement conditionné parce que cette culture-là influe toutes les décisions, voire même inconsciemment tout ce que je pense. Ce qui veut dire qu'en réalité, on pourrait être obligé de conclure que dans ce sens-là, il n'y a pas, étant enfermé dans la culture, je n'ai pas de possibilité d'avoir une distance critique par rapport à la culture. Ce qui expliquerait peut-être aussi parfois pourquoi on peut entendre sur des sujets comme l'islam des mythologies, je ne sais pas si je dirais ainsi, mais des certains mythes au sujet de l'islam, par exemple, pour ce qui est d'un thème dont Raphaël Liogier a beaucoup parlé et écrit, qui est tellement conditionné culturellement qu'on ne réfléchit plus, qu'on n'a plus de distance critique par rapport aux affirmations qu'on fait. Conditionnement de la culture. Alors là, quelques petites remarques, et je me permettrai d'enchaîner un tout petit peu sur une question annexe, et qui rejoint celle-ci, hein, c'est la question du conditionnement de la foi. En fin de compte, la foi elle-même, la religion, n'est-elle pas le produit d'une certaine culture, d'une certaine éducation, d'une certaine manière de penser et de vivre dans le monde? Question tout à fait légitime, qui nous est adressée, qui m'est adressée. Par exemple, si je suis chrétien, n'est-ce pas en fin de compte parce que je suis né dans une certaine culture dromoise de la fin des années 70, ayant grandi, et quand on connaît la culture dromoise très protestante, hein, en tout cas dans la région. Du coup, on confirme. Et vous êtes protestant, en tout cas c'est la manière dont je l'ai vu, vous êtes protestant, parce que si vous n'êtes pas protestant, vous êtes catholique, et comme vous n'êtes pas catholique, vous êtes protestant. Culturel. Donc, finalement, la foi n'est-elle pas culturelle? Si j'étais né en Inde, est-ce que je serais chrétien? Non, je ne serais pas chrétien. Je suis chrétien parce que je suis né, en plus, dans la famille qui était la mienne, à un moment qui était celui-là, et avec des gens qui nous entouraient, qui ont créé une certaine culture favorable à une éducation chrétienne. La foi, la religion, les spiritualités, ne seraient donc que le résultat de ma naissance dans une culture et à un moment particulier de l'histoire. Alors, je me permettrai juste 2-3 brèves remarques, parce que ce n'est pas sur cette question particulière que je veux m'arrêter le plus longuement ce soir.
Une remarque d'ordre purement historique. La foi chrétienne, comme d'ailleurs beaucoup de religions de spiritualité, ont émergé et ont pris une coloration culturelle différente, dans des lieux différents. Est-ce qu'elles ont été conditionnées par leur culture? En partie, oui. Est-ce qu'elles sont seulement conditionnées par la culture? Non, à mon sens. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne pourriez avoir l'émergence d'une religion que dans une culture et une culture en particulier. Ce qui rejoint des remarques d'ordre biographique. Si réellement notre foi ou nos croyances, la foi chrétienne qui est la mienne, les croyances ou convictions, puisque je ne peux peut-être pas parler de croyances pour chacun d'entre vous, ou de foi, mais les convictions qui sont les vôtres, ne sont-elles que des résultats de culture? À mon sens, là aussi, on est confronté à un petit problème, et là, c'est peut-être l'historien de l'Église qui parle. Si c'était le cas, si réellement une foi, une religion provient d'une culture en particulier, je souligne cela, cela signifierait, en fin de compte, qu'il ne pourrait y avoir, pour ce qui est de la religion que je représente, des chrétiens, il ne pourrait y avoir de chrétiens que ceux qui sont originaires d'une même culture, si c'est réellement conditionné par la culture. Force est de constater qu'il y a eu de grands théologiens qui se sont convertis, qui sont devenus chrétiens, alors qu'ils ne sont pas nés dans une culture propice au christianisme. Je ne dis pas anti-chrétienne, mais qui n'était pas propice à cette foi-là. Donc ça rejoint la question de la conversion, donc du choix, de la liberté du choix de sa religion. Et en fin de compte, il faut se demander, et c'est peut-être là la question, l'une des questions principales peut-être, si réellement tout est conditionné par la culture, si tout ce que je fais, si tout ce que je pense, si tout ce que je dis est conditionné par la culture, alors cette affirmation-là même, tout est conditionné par la culture, n'est-elle pas le fruit d'une culture occidentale de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle? Ne provient-elle pas d'une certaine vision du monde et de la philosophie, d'une certaine vision de ce qu'est la culture? En d'autres termes, affirmer que tout est culturel, n'est-ce pas une affirmation qui elle-même est conditionnée par notre culture? Ce qui poserait la question de finalement savoir quel accès j'ai réellement à la culture qui est la mienne. Si tout est culturel, cette affirmation-là doit l'être aussi. Ce qui me semble personnellement, c'est peut-être pas votre cas, ce qui me semble personnellement assez contradictoire comme remarque. Le temps passant, je me dirige vers la troisième manière de parler de cette liberté au sein de la culture. Et c'est peut-être là où la casquette du théologien, le chapeau du théologien, apparaît peut-être un peu plus. À mon sens, on pourrait rester ici pendant tout le reste de la soirée, de la nuit, voire même de la semaine, à essayer de définir ce qu'est la culture. Je pense que les philosophes, les théologiens, les sociologues, les anthropologues se sont posé cette question-là depuis le début de la culture, ce qui remonte à la nuit des temps. Peut-être une autre manière d'approcher cette question-là, c'est de nous poser la question de savoir ce qui motive la culture. Ce qui motive notre présence, notre action, notre réaction, notre positionnement par rapport à la culture. Qu'est-ce qui la construit, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui la pousse en avant? La réponse du théologien protestant, c'est en fait de dire que la culture est en partie l'expression extérieure de ce qui me motive moi en tant que personne et ce qui motive la société en tant que rassemblement de personnes humaines. La culture, n'est-ce pas en fait ce qui provient de cette volonté que j'ai, de ce désir profond que j'ai, de me saisir de l'objet de mon désir? N'est-ce pas en fait ce mouvement en avant, cette volonté de combler la distance qu'il y a entre moi et ce que je désire, qui produit une expression culturelle?
N'est-ce pas ça, en fait, la construction culturelle, qui devient une structure sociale aussi, puisque je ne suis pas seul à avoir des désirs qui me motivent à me saisir de cet objet-là, qui pourtant est distant de moi. Vous aussi. Et c'est l'interaction entre ces désirs que nous avons, de nous saisir peut-être même parfois du même objet, qui peut construire une culture sociale, une société, voire même une mythologie sociale. La culture serait donc quelque chose qui est motivé par ce que la Bible, le langage biblique, appelle le cœur. C'est-à-dire non pas simplement une activité de l'homme, non pas simplement le résultat des idées que l'homme aurait, mais réellement ce que je désire réellement, ce que je recherche, ce que je veux attraper, et qui peut-être en fait toujours m'échappe. Dans ce sens-là, et pour terminer, puisqu'il me reste 3 minutes, il faudrait aussi bien prendre conscience, à mon sens, que la culture, la formation de la culture, si elle n'est pas premièrement une affaire d'idées de l'homme, d'idées qu'il met en pratique, c'est par contre bien une affaire de pratique et d'habitude. Ce n'est pas pour rien si, par exemple, on dit parfois que la culture peut être naturalisée par l'habitude. Quelque chose devient tellement habituel que ça devient normal, voire naturel. C'est pour ça qu'il est parfois difficile de distinguer, et ce n'est pas une question que dans l'histoire de la théologie on s'est posé avant le XVIIe, XVIIIe, la différence entre nature et culture, entre état de nature et état de culture. Puisqu'en fin de compte, les deux parfois peuvent être réellement si intégrés l'un à l'autre qu'il devient difficile de les distinguer. Pourquoi ? Parce que la culture est aussi une affaire de pratique. Pourquoi est-ce qu'on est influencé dans des cultures différentes par les mêmes objets publicitaires parfois ? Ou pourquoi est-ce que dans des cultures qui sont a priori différentes, arrive-t-on à distinguer ce que Raphaël Logé appelle la culture individuo-globale ? C'est parce que c'est aussi une affaire de pratique. Ce cœur-là qui me dirige, qui me pousse en avant, voire même, dirait Augustin, un des grands docteurs de l'Église, qui me tire en avant. Ça m'entraîne en avant. Parfois même contre ce que je pense. Ce qui s'oppose en fait, à mon avis, au grand mythe de l'agent rationnel. L'homme fait tout par rationalité. Non, il ne fait pas tout par rationalité. Il le fait parfois, mais pas toujours. C'est son cœur, c'est ce désir de se saisir de son objet de désir qui le motive réellement. Suis-je donc le fruit de ma culture ? En partie, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais pas seulement. Je suis aussi, et c'est peut-être là la réponse du théologien, je suis le résultat en fait de ce qui motive mon cœur. Quel est le désir qui est au centre de ma vie ? Au centre de la société qui est la mienne, au centre donc de la culture française ou pseudo-culture française qui est la nôtre. Qu'est-ce qui est au centre de cela ? C'est cela qui motive la culture, la mienne, celle que vous construisez, celle que notre époque construit. Je suis le fruit, je suis peut-être la conséquence de moi-même aussi. Y a-t-il une distance critique possible pour l'homme ? Je le crois, et c'est peut-être là où il y aurait peut-être interaction plus tard. Je le crois parce qu'en fin de compte, je considère que l'une des spécificités de la foi chrétienne, c'est que Dieu, le Dieu de la révélation biblique, s'est révélé à travers une histoire. Il s'est présenté à travers une histoire, non pas à un moment donné unique, mais au fur et à mesure du développement d'une certaine culture. En faisant ainsi, nous avons aussi la possibilité de développer une critique culturelle et donc de développer une certaine liberté en face et dans la culture qui est la nôtre. Je n'ai pas dit que c'est ce que les chrétiens faisaient toujours, puisque les chrétiens eux-mêmes, et je m'inclus dedans, ne sont pas nécessairement, ne pratiquent pas toujours ce dont ils sont convaincus. Donc vous pourriez certainement trouver des contre-exemples à ce que je vous dis.
Mais ça, c'est la conviction fondamentale, en tout cas qui est la mienne, par rapport à la liberté de l'homme dans la culture qui est la sienne. Merci Yannick Imbert. Nous allons donner la parole maintenant à Raphaël Diogier pour exposer sa propre thèse. Merci de cette invitation déjà. Parfait. Alors, auparavant, je vous dois la vérité. Je ne suis pas politologue, je n'enseigne pas à l'Institut de gouvernance territoriale et je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Et ça, ce sont les inconvénients des notes Wikipédia que je ne contrôle pas, ni en anglais ni en français. Contrairement à ce qui a pu être écrit sur Internet, il fait son autopromotion sur Wikipédia. Enfin, je ne le regarde même pas. La preuve, je laisse dire n'importe quoi et je ne devrais pas. Puisque je suis sociologue et philosophe de formation, j'ai même travaillé sur Whitehead et j'ai fait mon mémoire de recherche en philosophie des sciences à cheval sur l'université d'Oxford et d'Édimbourg sur l'indéterminisme en sciences. Et effectivement, j'ai fait une thèse de doctorat, mais une thèse de doctorat en sociologie avec Bruno Etienne sur la question du croire relayée à la question du connaître. Donc je m'intéresse aux sciences et d'ailleurs à Sciences Po, j'enseigne à côté de l'anthropologie du croire, en général, que ce soit des croyances scientifiques ou des croyances dites religieuses. Et évidemment, la religion, c'est le lieu stratégique de construction et d'expression de ce qu'on appelle communément des croyances. Je m'intéresse à ce qu'on appelle la théorie de la connaissance. J'enseigne la théorie de la connaissance. Qu'est-ce qui fait? Quels sont les critères qui permettent de dire que je sais ou que je ne sais pas, ou que je crois savoir, etc. etc. Cela dit, tout le reste est vrai. Donc... Mais bon, je ne pouvais pas laisser passer ça dans un forum qui est supposé exprimer la vérité ou du moins ce que l'on croit en savoir. Alors, sommes-nous le produit de notre culture? Alors, la question me semble un peu univoque, à vrai dire. Alors, je prendrai la notion de produit à un autre niveau, pas au sens industriel du terme, c'est-à-dire le produit d'une machinerie causale, mais au sens plutôt de produire un film. On se produit sur scène, on est à la fois une projection et à la fois on projette. Et parfois on est une coproduction, ça serait une société, cette espèce de mise en scène coproduite. Et pour parler comme Aristote, mais je ne résoudrai pas le problème, je dirais que c'est peut-être plus intéressant d'envisager, plutôt que cette question même de conditionnement, d'envisager la question de la puissance et de l'acte. C'est-à-dire que, effectivement, en puissance, nous sommes en puissance incroyants, mais bon, nous ne serons peut-être pas croyants en acte. Et il y a un rapport ce qu'on appelle un rapport de détermination faible entre la puissance et l'acte. C'est-à-dire que l'acte n'aurait pas été possible sans ce qui était en puissance. Néanmoins, il y a toute une série de choses, d'activités qui auraient été possibles. Mais ça, c'est un autre problème, peut-être qu'on discutera plus tard. Je vais vous parler des recherches que j'effectue actuellement, qui ont été en partie publiées dans Souci de soi, conscience du monde, et dans un autre ouvrage qui a été publié chez Actes Sud, qui s'appelle De l'humain, nature et artifice, sur ce qui fait l'homme. La grande question, qui est une question que pose déjà Kant, d'anthropologie philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'homme est homme? Et on rejoint directement la question de la culture. Alors, quelles sont les différentes hypothèses pour dire ce qu'est l'homme aujourd'hui? Les hypothèses des anthropologues en général, mais des paléo-anthropologues aussi, c'est-à-dire ces gens qui essayent de savoir à partir de quand on peut dire qu'il y a homme. Rapport à l'animalité, rapport à toute une série de choses. Alors, il y a une première hypothèse, on dit, l'homme, c'est celui qui a un langage. On dit, voilà, il a un langage. Mais alors, immédiatement, après, on se rend compte que les animaux, en général, ont des langages. Si un langage, c'est un système codé de communication, et c'est ce que c'est, un langage, un système codé de codification, eh bien, dans cette mesure, on ne peut pas dire que l'homme a une spécificité par nature, relativement aux animaux, mais qu'il a seulement, on devrait dire, une spécificité dans la complexité de son langage. Mais ça ne fait pas une différence de nature, c'est seulement une différence de complexité. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se distinguer par essence, seulement par cela. Alors on dit, oui, on approfondit un petit peu, on dit, oui, mais l'homme, lui, c'est différent, il a un langage
non performatif. C'est-à-dire qu'en gros, il peut dire des choses qu'il ne fait pas. C'est-à-dire qu'en gros, il peut regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire « Vraiment, je t'aime ». Et il n'en pense pas un mot. Ça ne raconte pas une action. C'est-à-dire que c'est non performatif. Contrairement à quelqu'un il y a toute une partie du langage qui est performative. Quand je dis je pioche, je transmets une information, je suis en train de piocher, je pioche, point. Je décris ce que je suis en train de faire. Mais par contre, quand je dis je t'aime, bon, là, c'est non performatif. Alors l'homme serait capable de mentir. Ça serait ça la caractéristique de sa culture. Bon, d'un autre côté, on n'est pas certain que les animaux n'aient pas aussi une partie de leur langage qui relève du non performatif. On parle les éthologues, ceux qui étudient le comportement animal, parlent d'animaux, d'oiseaux qui pourraient chanter comme par surplus. Mais on se rend compte qu'ils ne chantent pas vraiment par surplus. C'est-à-dire que ce surplus, il a quand même une destination liée à la séduction de la femelle, quand il chante. Alors on se dit, nous, on va revenir en arrière, on dit, ah tiens, mais quel est le langage, quelle est cette partie du langage non performatif par excellence? Le langage non performatif de l'homme, ben, c'est ce qu'on appelle l'art. C'est-à-dire faire des choses, exprimer des choses, mais pour rien, comme ça, parce que c'est beau, pour parler comme Kant, pour le beau universel, ou parce que... Et quand on approfondit, on se rend compte, mais l'art, qui a l'air d'être un surplus, est-ce que ce n'est pas aussi un processus de séduction? Par exemple, la danse. Tout le monde sait que la danse, c'est un préalable sexuel. Ah, alors évidemment, aujourd'hui, c'est euphémisé. Mais tout le monde sait que la danse est un préalable sexuel. Est-ce que la poésie n'est pas aussi un préalable sexuel, même? Alors, de façon, bien sûr, je vous dis encore une fois, euphémisée. Donc finalement, cette différence entre performatif et non performatif, bof. Donc, il faut qu'on passe à autre chose. Deuxième hypothèse. Ce qui fait la caractéristique de l'homme, ça va de soi. C'est pour ça qu'on l'a appelé, dans une des phases, l'homo habilis, c'est celui qui est habile, c'est-à-dire celui qui a un outil. Alors l'homme, il a un outil. Le problème, c'est que les ratons laveurs ont des outils, ils fabriquent des barrages. Alors on dit, bon, d'accord, c'est un outil un peu rudimentaire, nous c'est plus sophistiqué. Alors on va inventer, on va faire comme avec le langage, on va dire oui, c'est pas pareil, parce que l'homme, lui, il est quand même beaucoup plus malin, il a des outils d'outils, ce que les paléoanthropologues appellent des outils au deuxième degré. Ils sont toujours du deuxième degré, hein, les humains. Des outils au deuxième degré, ils fabriquent des outils avec des outils, c'est ce que ça veut dire. Cela dit, on a découvert qu'il y avait des animaux, de façon très rudimentaire, qui avaient des outils d'outils. C'est une question de degré. On dit non, mais c'est pas pareil, parce que l'homme, lui, il a une trousse à outils. Ça veut dire qu'il diversifie son outillage et en plus, il spécialise en fonction des objectifs. Ouais. Bof. Encore une fois. Alors on va aller encore plus loin, on va dire, ah non, l'homme, c'est vraiment, entre guillemets, un type bien, parce qu'il a un outillage permanent. Et il peut porter une arme en permanence sur lui, ou il s'habille. Comme une sorte de seconde peau, il garde son outil en permanence avec lui, il le porte en permanence avec lui. Bon, d'accord, peut-être. Pas très convaincant, me semble-t-il encore, pour faire une différence de nature, je veux dire. Et puis, on va avoir, alors là c'est l'idée de la technique, hein, et puis on va avoir un troisième point, troisième hypothèse, on va nous dire, l'homme, c'est celui qui a des rites, qui ritualise. Ouais, bof. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un rite? Alors évidemment, on peut parler de rite religieux, c'est relatif à d'autres choses, mais pas complètement d'autres choses, mais un rite, je veux dire, comment dire, l'atome du rite, c'est-à-dire le plus petit commun dénominateur du rite, c'est seulement le fait de reproduire le même geste, de dire la même chose, ou de s'asseoir au même endroit. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous situer dans l'espace un peu mieux. Ça vous permet d'être plus efficace. C'est un accompagnement de votre perception pour vous permettre de décider. Vous ritualisez votre existence en permanence, à travers une multitude de choses. Mais les animaux, ils ont ça. Ils font ça tout le temps, les animaux. Ils ritualisent tout le temps. Alors on va dire, toujours pareil, non mais les humains, ils sont plus subtils, parce qu'ils ont des rituels qui sont relatifs à leur conscience de la mort. Ils sont beaucoup plus malins pour ça, les humains.
C'est-à-dire qu'ils mettent en scène, ils ritualisent leur conscience de la mort. Sauf qu'on a découvert qu'il y avait des animaux, alors en dehors du mythe, là pour le coup, plutôt de la fiction, parce que vous verrez, je distingue fiction et mythe, en dehors de la fiction du cimetière des éléphants, qui n'est pas exactement ce qu'on imaginait, mais je ne vais pas détailler sur cette question, c'est vrai qu'il y a des formes de ritualisation relatives à la mort chez les animaux. Donc on est un peu dans l'embarras, là, de définir une spécificité qu'on appellerait culturelle. Pour pouvoir dire ensuite, est-ce qu'on est conditionné par la culture? Il faut quand même d'abord savoir ce que c'est. Plus ou moins. Et au fond, quand on revient en arrière, c'est toujours un peu comme ça. Vous pensez que vous avez résolu le problème, et puis vous revenez en arrière, vous dites, il n'y aurait pas quand même une spécificité que je pourrais retrouver dans les points communs de ces trois caractéristiques, et qui permettent quand même de distinguer l'homme de l'animal, et de le distinguer, peut-être pas de façon essentielle, avec essai dans l'être, mais au moins de façon fondamentale, ce qui est déjà pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas au moins quelque chose? Et on revient en arrière et on se dit, tiens, le langage, à quoi il sert le langage? Quand on parle de langage non performatif, est-ce que c'est seulement pour raconter n'importe quoi? Le langage non, pour mentir. Non, c'est drôle, mais une des caractéristiques du langage humain, c'est justement de raconter sa vie. C'est de passer son temps à raconter sa vie. Raconter, mais du pilier de bar, hein. Du pilier de bar qui est assis, qui dit alors, moi aujourd'hui j'ai fait ça, le type il m'a dit ça, je lui ai mis ça, et alors quand il m'a mis ça, je lui ai dit ça, j'ai fait ça, et puis j'ai dit ça, et j'ai fait ça. Que ce soit vrai ou pas, ça compte pas. Ce qui compte, c'est qu'il va définir ce qu'il est en racontant sa vie. Mais on pourrait se moquer du pilier de bar, mais on est tous des piliers de bar. Et la société dans son ensemble est une société de piliers de bar. Qu'est-ce que c'est que l'histoire, si ce n'est le fait de raconter sa vie? Moi je dis souvent à mes étudiants, très sincèrement, qu'est-ce que c'est qu'un musée? Il n'y a rien de plus ridicule. En tant qu'extraterrestre, regardez un musée. On va exposer un pot de chambre du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que c'était plus efficace qu'aujourd'hui, les toilettes actuelles, au contraire. Et on va s'extasier en disant, mais c'est extraordinaire. Quand on pense que ces gens-là, hein, ils faisaient 3 points de suspension, mais alors dans des... C'est magnifique. Et du coup, on se raconte, on est fiers de ça. On se raconte, on est fiers de notre histoire. Alors ils se racontent collectivement, ils se racontent individuellement, ils n'arrêtent pas de se raconter. C'est la structure narrative de l'être humain. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec les autres caractéristiques? Eh bien justement, en ce qui me concerne, c'est peut-être un apport de mon travail, c'est d'essayer de montrer que ce qu'on appelle l'outillage, ce qui fait sa spécificité humaine, c'est pas d'être plus sophistiqué en tant que tel, c'est d'être l'objet de cette narration. C'est-à-dire que l'outillage humain est narration. Je parlais de l'habit tout à l'heure. Je m'habille seulement pour ne pas avoir froid. Vous croyez qu'on s'habille seulement pour ne pas avoir froid? Mais non, mais regardons-nous, regardez-vous. Même mes lunettes, je mets des lunettes, je mets des lunettes un peu en écaille, comme on dit aujourd'hui, parce que ça me ressemble. Pas parce que ça me permet de mieux y voir, mais parce que ça me ressemble. Parce que je dis quelque chose avec mes lunettes, d'accord, elles me permettent de mieux y voir, mais d'un autre côté, je ne sacrifierai pas ce qu'elles peuvent dire de moi. Donc je m'habille en costume cravate, je m'habille dans un style plutôt gauchiste ou dans un style plutôt de droite. C'est-à-dire que je suis en train de vivre dans le mythe de moi-même, si vous voulez. Je me raconte dans ma manière même de m'habiller. Et le plus beau, c'est que non seulement je me dédouble par mon habillement, par mon outillage, mais je fais ce que je me fais à moi-même, je le fais aussi aux objets. Une des caractéristiques de l'humain, c'est qu'il dédouble les objets. C'est-à-dire qu'on va prendre une assiette donnée, je mange dans cette assiette, mais cette assiette, elle est efficace, elle est bien comme assiette. En plus, elle a appartenu à ma grand-mère. D'un seul coup, je me rends compte que la soupe que je mange dans cette assiette n'a pas le même goût. Ou je prends un tournevis, mais ce n'est pas n'importe quel tournevis. Qu'est-ce que je fais? Je donne une âme aux objets. Qu'est-ce que ça veut dire? Une âme, ça veut dire que je l'anime, mais je ne l'anime pas au sens où ça ne serait plus un objet inerte. Je l'anime au sens où l'objet fait partie de la mise en scène, de cette mise en scène que j'ai de moi. De cette espèce de dédoublement. Et en ce qui concerne le rituel, le rapport à la mort, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil. Je me raconte, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des rituels
animaux qui consistent à se dédoubler, qui consistent seulement à répéter, mais ce sont des rituels qui consistent à se dédoubler, c'est-à-dire, encore une fois, à se mettre en scène. La structure fondamentale de l'être humain, c'est sa structure mythique. Et quand je dis mythique, et c'est ce qui constitue l'essentiel de la culture, à tous les niveaux, la structure mythique au sens où c'est un récit. Et le récit, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que le récit, il ne s'inscrit que dans la continuité. Quand on parle d'identité, parce que dans le récit, il y a un avant, il y a un après, il y a une continuité. Et cette continuité, ce n'est pas une continuité hasardeuse. Elle est liée, donc la culture est liée, à la construction de ce qu'on appelle l'identité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, identité? Identité, ce n'est pas la singularité. Ce n'est pas mon moi profond, ce que je suis dans ma composition organique spécifique. Non, l'identité, c'est exactement le contraire de ce qu'on dit dans les médias. C'est-à-dire que l'identité, c'est exactement le contraire de la singularité. L'identité, comme le mot l'indique, c'est être identique à, c'est pas être singulier, c'est être identique à. C'est-à-dire à quoi je ressemble. C'est pour ça que l'identité suppose des identifications. À quoi? À des histoires, à des mythes, à des héros. À qui je ressemble? Je ressemble à un Breton, je ressemble à un Lyonnais, je ressemble à un Français, je ressemble à un humain. Je ressemble pour me distinguer, mais d'abord je ressemble. À quoi je ressemble? Ça me rassure. Et à quoi je ressemble par rapport à ce qui m'environne, mais à quoi je ressemble par rapport à moi-même, c'est-à-dire jusqu'à quel point je me ressemble. C'est-à-dire je m'habille, par exemple, de la même manière de jour en jour, d'un jour sur l'autre, pour savoir que je suis le même. On pourrait dire qu'à un certain niveau, je me maquille pour continuer à être le même, pour qu'au-delà de toutes les différenciations organiques que je subis, de l'entropie que subit mon corps physique, je continue à me ressembler suffisamment pour croire qu'il y a une continuité et une unité dans mon être. Et pour ça, j'ai besoin de me dédoubler. C'est-à-dire que la culture me sert avant tout à me dédoubler pour être autre que je ne suis du point de vue purement physique. C'est ça l'idée de l'âme, en définitive. L'idée au moins anthropologique et sociologique de l'âme sans prendre position sur son existence. Pour ma part, j'y crois. Pour d'autres raisons. Pas pour ces raisons-là, mais pour d'autres raisons. En définitive, l'être humain est un être désirant. Tous les êtres vivants sont des êtres désirants, mais il a une couche de désir qui va au-delà des deux caractéristiques essentielles du désir dans le monde vivant. Le premier ordre de désir, c'est ce que j'appelle le désir de survivre. C'est un désir, le désir de survivre. C'est-à-dire qu'il faut se bouger pour aller chercher sa nourriture quand on est un animal. Donc il faut le désirer. Ce n'est pas rationalisé, effectivement. Il n'y a pas d'acteur rationnel, ni chez les animaux. C'est-à-dire qu'il faut le désirer, il faut qu'il y ait une tension, il faut y aller. Puis, il y a au-dessus du désir de survivre, il y a le désir que j'appelle le désir de vivre, et qui correspond, si vous voulez plus ou moins, on pourrait dire, au désir de survivre mieux. Un autre synonyme que j'utilise pour désigner le désir de survivre mieux, c'est ce que j'appelle le luxe objectif. C'est du luxe parce que j'aurais pu m'en passer, c'est-à-dire que je peux me nourrir, mais en même temps c'est objectif parce que j'économise mon énergie. Par exemple, pour aller d'un point à un autre chercher ma nourriture, je pourrais y aller à pied, mais au lieu d'y aller à pied, je vais y aller en vélo ou en voiture, c'est-à-dire que je vais économiser mon énergie physique pour faire quelque chose que j'aurais pu faire autrement, mais qui objectivement me fait économiser de l'énergie. D'accord? C'est ça que j'appelle le désir de vivre, donc de survivre mieux. Mais ça, les animaux, ils l'ont aussi parce qu'ils ont justement ce niveau de l'outillage sur leur plan à eux. Ils ont ce niveau du langage sur leur plan à eux. Hein? Mais l'homme, il a ce troisième niveau, et vous comprenez, ce que j'appelle sa structure narrative, et qui relève ce que j'appelle aussi le désir d'être.
Mais le désir d'être, c'est quelque chose de simple. Hein. Ce n'est pas le désir d'être au sens d'emblée philosophique. C'est philosophique aussi, mais pas d'emblée philosophique. Le désir d'être, c'est simplement déjà un petit garçon, un petit enfant qui dit « Plus tard, je serai pompier, ou je serai journaliste, ou je serai héros de bande dessinée, ou je serai ceci ou cela. » C'est le désir d'être. Et ce désir d'être, il n'existe que dans la continuité. C'est pour ça que vous venez dans une université. C'est le cursus. Je désire être intellectuel, je désire être ceci. Et là, je me dédouble. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être un intellectuel, être à droite, tous ces substantifs? C'est rien. Je suis que ma composition organique du point de vue de ma nudité pure. Mais je me pense en me dédoublant à travers ce désir d'être quelqu'un. D'ailleurs, on le dit, je voudrais être quelqu'un. Pas n'importe qui, mais quelqu'un. Ça ne signifie rien si vous n'êtes pas dans cette idée de dédoublement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas n'importe qui, mais quelqu'un. Personne ne veut être n'importe qui. Vous voyez, tout le monde veut être quelqu'un. Et pour ça, on a la bille, on se raconte, on s'explique, on explicite ce qu'on explique, et on continue. Le désir d'être est directement souché, comme c'est narratif et que la narration, c'est la continuité, et c'est ça la caractéristique de l'humain, cette continuité. C'est pour ça que la plupart des récits, et ce qu'on appelle les grands récits, qui sont les cosmogonies, toutes les religions de l'humanité sont souchées sur des cosmogonies, c'est un récit sur ce qui est avant, pour pouvoir s'insérer dans une continuité, mais ce qui est avant, ce qu'on appelle une continuité, ce qu'on appelle une cosmogonie. Mais on ne peut pas s'en sortir, parce que même dans le monde dit rationnel, on a des cosmologies à la place. Le Big Bang, c'est une cosmogonie masquée, et parfois pas si masquée que ça. On sait même que le Big Bang, ça ne veut rien dire, qu'on n'en sait quasiment rien, mais néanmoins, d'un seul coup, on peut penser à un commencement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de penser à un commencement de l'humanité? De dire, juste avant, c'était un animal, c'était un primate, et qu'on calcule la forme du cerveau, les capacités, etc. Si ce n'était pas pour, à un moment donné, puis pouvoir dire, ah là, maintenant, on est un homme. Hein. Donc l'avant-avant, construire cette histoire. Et puis, l'après-après, parce que le désir d'être, ça devient, du point de vue de ce rapport à la narration, le désir d'être encore comme un petit enfant qui demande à sa maman encore une autre histoire, plus loin. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça me fait penser à Jean-Paul Sartre dans Qu'est-ce que la littérature? Il dit, pourquoi est-ce qu'on a du plaisir lorsqu'on lit un roman, et en même temps, lorsqu'on lit un roman dans lequel il y a une action qui est absolument, quelque chose de pas du tout désirable comme ça de l'extérieur, quelqu'un qui vit quelque chose d'atroce, et nous on est là, on palpite dans le roman. On trouve ça bien, il est dans la jungle, il y a des animaux de tous les côtés, et on est... Est-ce qu'il y a une panthère qui est juste derrière? On est, pourquoi? Pourquoi lui il souffre et pourquoi nous on a du plaisir? C'est intéressant ça. Pourquoi? Nous le dit. Parce que nous, on sait que c'est une narration, donc ça a du sens. Alors que lui, il se dit, on ne sait jamais, ça n'a peut-être pas de sens, je vais être bouffé par la panthère et puis c'est réglé. Oui. Et ça, on ne supporte pas d'être bouffé par la panthère. On ne supporte pas ce que j'appelle aussi, par ailleurs, l'angle mort dans notre perspective existentielle. C'est-à-dire que la mort, ce n'est pas la mort en tant que réellement existante. Comme le disait Épicure, la mort n'existe pas, parce que quand on est mort, ça ne regarde pas. Quand on n'est pas mort, ça ne regarde pas non plus, puisqu'on est vivant. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est seulement une projection, c'est l'angle mort dans notre perspective existentielle. C'est-à-dire comme une sorte d'angle mort dans un rétroviseur. Ça peut arriver à tout moment, on croit qu'on peut doubler, mais il y a toujours un angle mort, et bing! Ça, c'est insupportable. Donc, on invente de la rationalité, on dogmatise, on invente de l'interprétation, on mythologise, on donne du sens pour gérer cet angle mort. Mais ce n'est pas le débat de détailler ce sujet. Où est-ce qu'on en est? Non, il y a encore là. Ah, on n'arrive pas au bout. 20.42. Ah, c'était 20, d'accord. Ah, mince. C'est dommage, c'était juste le début, mais bon. C'était pour vous mettre en... Parce que je ne peux pas parler de... Est-ce qu'on est d'un sujet pareil, est-ce qu'on est le produit de notre culture, sans expliquer ce qu'est la culture. Et là, je suis à peine arrivé au début de ce qu'est la culture. Mais bon. Il est clair, maintenant, j'ai parlé de cette nécessité d'existence de la culture pour pouvoir se raconter, et comme l'humain ne sait faire que ça, il ne peut faire que ça, effectivement, il est tout le temps dans sa culture. Ce n'est pas qu'il est conditionné par sa culture.
c'est qu'il a besoin de se projeter lui-même en termes culturels, c'est-à-dire en termes narratifs, et qu'en même temps, il est inscrit dans une narration qui le précède, mais que lui-même peut transformer la narration à l'intérieur de laquelle il se produit comme un acteur qui se produit sur une scène. Donc on n'est pas le produit de sa culture, mais par contre on se produit à l'intérieur de culture, et on produit ensuite cette culture parce qu'on la reprojette. On la coproduit, comme je disais aussi. Parce qu'on ne peut la produire. Puisque, si vous voulez, comme je vous disais, que la structure narrative, elle n'est pas seulement narrative. La caractéristique de l'humain, c'est ce dédoublement quasi schizophrène de lui-même, qui lui permet de se parler à lui-même comme s'il était un autre, histoire de faire référence à Ricoeur, mais pas seulement. C'est-à-dire quand on regarde un individu, ce que j'appelle notre être moral, c'est-à-dire notre être non physique, qui en réalité est notre être narratif, c'est un peu comme quand on dit ce soir tu dois faire attention. C'est qui se tue? Je désigne quelqu'un d'autre. C'est mon être moral. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il faut que tu sois bien. Il faut que tu sois beau, que tu te rases, que tu fasses un certain nombre de choses. Attention, c'est des protestants, ils sont un peu austères, donc il faut vraiment que tu te rases, que tu t'habilles. C'est des clichés. C'est ma narration. Cliché, c'est une photographie de la réalité à un moment donné, un peu arrêtée, mais c'est un cliché, quoi. On se trompe tout le temps dans un cliché puisqu'on arrête la réalité, elle n'est plus en mouvement. Mais bon, c'est quand même un cliché. Alors, je vais essayer de finir. On est certes le produit de notre culture dans ce sens-là, mais les cultures elles-mêmes évoluent parce qu'une des caractéristiques, alors pour revenir à la paléoanthropologie de l'humain, c'est que vous savez parce qu'on n'a pas parlé de l'environnement. En fait, on est conditionné par notre environnement, déjà par notre composition physique, notre environnement extérieur et notre environnement intérieur. La complexité du conditionnement humain, il réside dans le fait, et c'est la seule chose qu'ont pu trouver les paléoanthropologues, il n'y a rien de nouveau depuis le roi Gourand sur le sujet, quasiment, c'est que, à un moment donné, quand il y a un obstacle évolutif, c'est l'organisme qui, pour s'adapter, se modifie. Donc il est conditionné dans sa tentative de contourner l'obstacle. C'est-à-dire qu'il modifie sa forme physique, il fait plus froid, la peau s'épaissit, etc. La caractéristique de l'humain, au moins à partir du néolithique, c'est qu'il va construire une couche entre lui et cet environnement qui va faire qu'il ne va plus évoluer quasiment organiquement. Parce que, par exemple, quand il va faire plus froid, au lieu de laisser sa peau s'épaissir, il va mettre une couche de vêtements en plus, ou il va mettre la clim, le chauffage. Mais la difficulté, c'est que progressivement, cet environnement qu'il va mettre entre lui et l'environnement naturel va lui-même avoir sa vitesse évolutive. C'est-à-dire que dans notre enfance, moi par exemple dans mon enfance, je ne savais pas ce que c'était qu'un ordinateur, donc j'ai dû m'habituer à l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il va avoir sa propre vitesse évolutive, ce qui fait qu'on va avoir des vitesses différentielles d'évolution qui n'existent pas chez l'animal. Ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui est extrêmement important. Et le dernier point, et je terminerai par là, parce que je sens que je suis dans le débordement. Le dernier point, c'est que quand je parlais de mythe, je tiens à le distinguer, le mythe de la fiction. La fiction, c'est quand on n'y croit pas, mais qu'on fait semblant. Par exemple, c'est un peu comme une langue morte, la fiction. C'est un peu comme une langue morte au sens où ça peut encore être utile d'y jouer, de jouer avec, d'apprendre le grec, mais uniquement parce que ça améliore notre langue vivante, notre capacité à faire un certain nombre de choses, mais pas pour communiquer directement. C'est pareil que les mythologies grecques, anciennes, on les étudie, pas parce qu'on y croit, mais parce que ça nous apporte quelque chose à un autre niveau. Ça correspond aussi à ce que j'appelle le conditionnel infantile, c'est-à-dire les enfants dans la cour d'école qui disent « on dirait que tu es journaliste et on dirait que toi, je t'interviewe ». Ils savent bien que ce n'est pas vrai. Quand la maîtresse d'école sonne l'heure d'aller manger, ils arrêtent. Mais le problème de notre société actuelle et le problème du religieux et de la foi aujourd'hui, c'est que le mythe doit tout le temps être plausible. Il doit entrer dans le champ de plausibilité scientifique, c'est-à-dire de ce que l'on croit savoir à une époque donnée. Donc là, je n'ai pas le temps de le développer, mais ce que vous avez appelé l'individuoglobalisme, c'est ce que j'appelle le nouveau sol mythique
qui est en train de se développer dès le XVIIe, XVIIIe siècle, en phase avec ce que l'on croit savoir à cette époque, c'est-à-dire par exemple que la Terre est finie, et que si elle est finie, elle peut finir, d'où la conscience écologique, d'où la surinterprétation de la valeur, une valeur presque métaphysique de la nature, ce qui n'existait pas avant, puisque la nature, c'était le contraire, le danger infini, qui pouvait tout le temps s'abattre, etc. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on s'est trouvé, par rapport à la question de la vérité, dans une situation épistémologique, c'est-à-dire dans ce qu'on croyait savoir était différent, progressivement, c'est constitué un nouveau sol mythique auquel on adhère, au sens où j'adhère, mes pieds adhèrent, sans forcément le réaliser, au sens de l'adhérence, mais pas de l'adhésion, parce que l'adhésion suppose la réflexion. Hein, ouais, donc c'est vraiment un sol mythique. Hein. Tandis que dans le même temps, les religions classiques étaient en train dangereusement de dégénérer à l'état de fiction, c'est-à-dire qu'on faisait de plus en plus semblant d'y croire, sans y croire, tout en le maintenant, parce qu'il fallait bien quand même jouer un jeu, mais qui était un jeu fictionnel et pas un jeu mythique. Comme si, progressivement, les monothéismes, pour ne parler que d'eux, mais ça pourrait être, dégénéraient en situation fictionnelle, c'est-à-dire que devenaient des jeux, le christianisme, le catholicisme bourgeois des centres-villes, la paroisse Saint-Jean-de-Malte à Aix, la messe de la bourgeoise en Visonnée, toutes ces choses-là, cette espèce de, vous voyez, espèce de truc. Et tout l'enjeu, et d'ailleurs c'est ce qui fait, à mon avis, la force du protestantisme, c'est que le protestantisme, à un moment donné, a refusé de se maintenir en situation, a refusé de laisser dégénérer cette situation du passage du mythe à la fiction, en disant non, il est possible de réinterpréter le message du Christ, par exemple des évangiles, à un niveau qui est compatible avec ce que l'on croit savoir, du moins, à un moment donné. C'est-à-dire que maintenir, et que ce soit possible, toujours, encore aujourd'hui, de jouer sa vie par rapport à cette vérité. Bon, il y a d'autres enjeux, mais on en parlera une autre fois. Merci bien à nos deux intervenants qui nous ont appris notamment ce soir ce qu'ils pensaient de nous, puisque nous avons appris avec Yannick Imbert que vous êtes ici contre votre culture à ce Forum Veritas. Moi-même, j'ai appris que j'étais conditionné par Wikipédia qui m'induisait en erreur. Je suis vraiment désolé. Je vous demande vraiment pardon. Pas sur l'essentiel, mais... Je laisse la parole à Yannick Imbert afin de réagir sur la position du précédent intervenant, de Raphaël Liogier. Et puis ensuite, je donnerai très courtement la parole à Raphaël, puisque vous avez pris beaucoup de temps. C'est pas seulement la justice, c'est la justesse aussi. Voilà, je vous laisse la parole. Je vais être moi-même assez court. Quelques remarques seulement, puisqu'il convient aussi de respecter l'expertise de certains domaines scientifiques. Et l'anthropologie, la paléontologie, la sociologie n'est pas mon domaine. Donc je ne suis pas nécessairement qualifié pour commenter sur tout ce que Raphaël Liogier vient de dire. Si certains sont dans ces domaines-là, ce sera peut-être à vous de commenter par la suite. Deux courtes remarques cependant. En fin de compte, sur certaines choses, ce que nous avons dit se rejoint. En fait, essentiellement, vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a peut-être pas beaucoup de débat entre nous, en fin de compte, sur ce qu'on a bien de dire. Même par rapport à la distinction d'essence entre l'homme et l'animal. Alors, oui, si vraiment on voulait créer le débat, l'affirmation théologique selon laquelle Dieu a créé l'homme avec une nature par rapport aux animaux. Mais rappelez-vous que même dans le texte de la Genèse, l'homme, l'humanité, fait partie du monde animal, fait partie du monde créé. Donc il y a une connexion réelle avec ce monde-là. Donc même sur ce plan-là, est-ce qu'il y aurait un gros débat? Oui, on pourrait aller plus profondément sur ce sujet-là. Mais en fin de compte, je suis pas loin d'être d'accord, je mettrai des termes différents quand même peut-être sur certaines des choses que Raphaël Liogier a mentionnées. Finalement, cette caractéristique de l'homme qui raconte sa vie, qui a besoin de se raconter et de raconter les autres, n'est-ce pas aussi ce qu'en termes théologiques, on appelle, et en fait on distingue deux caractéristiques fondamentales de l'homme par rapport à d'autres espèces animales, la capacité créatrice, la créativité de l'homme et l'aspect personnel de l'homme. Non pas que l'homme se crée une personnalité, quoique, justement pour revenir sur ce que Raphaël Liogier disait, quoique,
Ça, c'est la grande force, à mon avis, par exemple, de Facebook, c'est que vous créez une personnalité qui n'est absolument pas la vôtre. Je ne peux pas vous connaître par ces pages sociales, en fait, qui ont comme unique but de me dire qui vous pensez être, ou ce que vous voulez être, finalement. Donc, ce que Raphaël Liogier a dit au niveau de l'homme qui se raconte et qui est la caractéristique fondamentale, pour reprendre les termes, pas essentiels, mais fondamentale de l'homme, n'est-ce pas assez similaire à ce que je dirais en tant que théologien, comme étant les deux caractéristiques principales de l'homme, qui constituent, alors là par contre effectivement je garderai le terme nature, qui constitue sa nature, qui est qu'il est personnel et créateur. Cette créativité humaine, qui, oui, si les animaux ont un langage et l'homme aussi, n'y a-t-il pas, alors peut-être là au niveau de anthropologie, paléontologie, Raphaël Liogier pourrait nous dire un petit peu, mais pour ce qui est des études que j'avais entreprises sur la théologie de l'imaginaire, la création d'un nouveau langage purement fictif que je peux créer, n'est-elle pas, cette capacité-là, ce phénomène-là, n'est-il pas l'expression d'une créativité personnelle, d'une manière dont l'homme, en créant un langage, se raconte, je suis d'accord, mais n'est-ce pas aussi une expression de quelque chose de distinctif de l'homme? Deuxième, juste petite remarque. Vous voyez que la première, c'est plus une remarque qui va au-delà, plutôt que qui s'oppose à ce que Raphaël Liogier nous a apporté dans sa présentation. La deuxième, qui serait peut-être plutôt une question, par rapport toujours à cette narration, si la narration est ce qui fait l'homme, je le dis dans d'autres termes, si cette narration réellement fait l'homme, si ce qui fait du sens pour moi, et ce qui a réellement la signification pour moi, c'est la narration, le récit que je fais de moi-même, l'une des questions suivantes, donc on n'a pas vraiment soulevé ensemble, mais c'est peut-être aussi la question de la vérité de ce sens-là. Comment est-ce que j'assigne la vérité au sens que produit ma narration? En d'autres termes, est-ce que c'est simplement le fait de se raconter qui est important, ou si c'est la relation de ce que je raconte avec la réalité dans laquelle je vis? Est-ce que n'importe quelle narration, en d'autres termes, est-ce que n'importe quelle narration, est-ce que toutes les narrations se valent? Et on pourrait prendre, j'imagine, d'autres exemples. Je suis arrivé à la fin, donc je m'arrête là. Vous voyez que je pose aussi, je me permets de vous poser des questions, en fin de compte, pour aller un petit peu au-delà dans les réactions de tout à l'heure. Merci Yannick Imbert. Nous allons passer la parole à Raphaël Liogier. Je vous demanderai juste d'être assez bref et de répondre... Comment vous supposez que je vais être long? Eh oui, on ne sait jamais. Je vous demanderai juste d'être bref et de répondre aux objections posées par Yannick Imbert. Moi, je ne les ai pas vues comme des objections, mais... voilà, mais des remarques qui vont dans le... Enfin, qui sont complémentaires, quoi. Mais il y aurait tellement de choses à dire. Alors, moi, je suis d'accord avec cette histoire d'acteur rationnel. Il n'y a pas d'acteur rationnel, c'est évident, parce que l'acteur rationnel est lui-même pris dans une subjectivité. Enfin, on ne peut pas tout rationaliser. Je pourrais même expliquer pourquoi ensuite. Et puis, par contre, c'est sur la question de Facebook, où peut-être je ne serais pas tout à fait d'accord. C'est que moi, je ne crois pas qu'il y ait une différence essentielle, entre la présentation de soi ici, là, tel que nous sommes, et sur Facebook. C'est-à-dire que c'est un angle différent, mais de toute façon, moi, je ne connais pas plus les gens qui sont en face de moi, qui se présentent, ne serait-ce que parce qu'ils sont à distance de moi. Que la seule manière que j'aurais de connaître entièrement quelqu'un, ça serait finalement d'être dans la confusion, puisque ça serait d'être confondu avec lui. Donc, puisque je reste toujours à distance, c'est ce que nous apprennent les phénoménologues. Je reste toujours à distance, et la distance fait que je n'ai une vision qui est que sur un certain angle. Ce que l'on veut bien me montrer, justement, parce qu'on est tout le temps en train de jouer avec moi, on est tout le temps en train de jouer. On est tout le temps en train d'être comme dans un jeu d'acteur, d'exhibition, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'on ment. Cette exhibition, ce rapport à l'exhibition, une forme de mythomanie, ça ne veut pas dire qu'on ment au sens profond du terme. Ça veut dire qu'on a besoin de jouer. Mais on a besoin de jouer
sur ce qui est plausible, c'est-à-dire sur ce que l'on croit vrai, pour parler de la question de la vérité. C'est ce qui a posé un problème. Il y a une multitude de problèmes, hein, puisque j'ai été invité par des théologiens à l'université de Namur. Je vais faire ça en Belgique en avril, en mai, je ne sais plus, sur la question de la vérité. Et je leur disais, je vais leur dire, dans la modernité, il y a 3 possibilités. Parce que la modernité, c'est une multitude de modalités de la vérité, parce que la modernité, elle correspond à une forme de globalisation, donc à un moment donné, on rencontre d'autres vérités, c'est-à-dire des narrations qui, par la force des choses, sont incompatibles avec nos propres narrations, ne serait que dans nos modes de vie, dans nos choix moraux, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Non mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Du point de vue logique, je leur dis, il y a 3 possibilités, il n'y en a que 3. La première possibilité, c'est de dire, ils ont tort, j'ai raison, c'est une possibilité. Donc, ces gens-là sont dans le faux. Je dis la vérité, ils sont dans le faux. Donc, je maintiens ma narration à ce prix, au prix de l'exclusion. Et la deuxième, et les 3 ont été utilisés dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. La deuxième possibilité, c'est de dire, on a tous les deux un peu raison, mais ils ont un peu moins raison que nous. C'est l'hypothèse évolutionniste qui justifie la colonisation. Ça veut dire, ils sont un peu plus couillons, ils ont été un peu plus lents, ils sont un peu retardés, donc ça justifie, c'est l'hypothèse de l'universalisme à la française. On va aller chez eux, on va leur faire un peu accélérer l'histoire. C'est l'hypothèse qu'on avait sur les musulmans. À un moment, on a dit, bon, les musulmans, ils sont sympathiques, mais ils sont un peu retardés. Ils sont héritiers, c'est une révélation bédouine, c'est un truc, mais on va les aider. Hein. Puis il y a la 3e hypothèse. Et à mon avis, c'est cette hypothèse qui a été la moins visible, mais qui a fait son chemin par-dessous, qui a abouti à ce que j'appelle l'individuo-globalisme, dont on est aujourd'hui. C'est l'hypothèse qui dit, du point de vue logique, comment est-ce qu'on peut concevoir que l'autre n'a pas tort, qu'en même temps, il n'a pas seulement moins raison, mais qu'il a aussi raison et aussi tort que moi en même temps. La manière, c'est quelque chose qui va être inventé, c'est ce que j'explique un peu dans mon livre, mais que je vais développer dans d'autres ouvrages, quelque chose qui va être inventé progressivement au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est le mythe de la tradition perdue, qui va devenir le mythe, même le mythe maçonnique, de la parole perdue, donc de la vérité perdue. Du coup, et on va la voir ça va se développer dans le mouvement théosophique, etc., qui va aboutir chez Bergson à l'idée de tradition primordiale, pas chez Bergson, pardon, chez René Guénon à l'idée de tradition primordiale. Ça veut dire que cette vérité, elle est perdue dans les décombres d'une société, d'une civilisation qui aurait disparu. Hein. L'Atlantide, Lémuria, on va voir toutes les versions possibles et imaginables. En reprenant Platon comme s'il l'avait dit de cette manière, alors que ça ne fonctionnait pas du tout de cette manière, chez Platon. Hein. En reprenant cette idée-là, on va dire, on est tous, c'est-à-dire que la vérité que nous avons, qui nous est parvenue par la tradition, ce n'est qu'une trace d'une vérité primordiale qui ne peut pas se dire en entier. Donc, par exemple, dans l'Église catholique, on va dire, il y a une période d'inquisition, il y a eu toutes ces choses-là, mais ça, c'est pas le vrai christianisme. C'est le christianisme qui a été détruit par la culture. Mais par contre, on peut continuer à être chrétien parce qu'à l'intérieur du christianisme, on a les traces qui nous permettent de découvrir cette vérité. Mais du coup, ça met en place, moi, ce que j'appelle, non pas une mobilité religieuse, contrairement à ce que disent la plupart de mes collègues, mais une religion de la mobilité. Vous l'avez vu, une religion de la mobilité, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller confirmer les vérités de mon christianisme en allant voir ce qui se passe dans l'islam, ou en allant voir ce qui se passe dans le judaïsme, puis, etc. Vous voyez ? Et donc, il va y avoir une manière de picorer, où au premier abord, on a le sentiment que c'est aller voir des choses différentes, mais non. C'est arriver à reconstituer quelque chose de cette vérité qui serait perdue, mais puisque ce ne sont que des traces, ce ne sont que des panneaux indicateurs, donc la seule manière de retrouver cette vérité, c'est de la retrouver en soi, d'où la posture du cherchant. C'est pour ça que je parle d'individuo-globalisme, qui va aller au loin, dans une culture lointaine, mais pour se connaître lui-même, qui va même finir par mettre en scène la culture lointaine et la tradition lointaine pour se reconnaître lui-même, pour reconnaître la vérité qui est en lui. Et du coup, ça devient compatible avec ce qui se passe dès le XVIIIe siècle, la subjectivité, puisque la vérité, elle devient en moi. Ça, c'est les 3 postures possibles. Il n'y en a pas d'autres. Et aujourd'hui, on est en train de vivre à l'heure de cette 3e posture. Et je finirai vraiment par juste un petit point qui me turlupine, mais ça, c'est
le rapport au déterminisme, la causalité, etc., sur un point qui n'a rien à voir sur la question de la causalité. Juste pour dire une chose. Moi, si je crois à la liberté, c'est pour une raison purement logique, déjà d'emblée. Après, il peut y avoir une multitude d'autres raisons, même à la liberté en ce qui concerne la foi, etc. Et c'est quelque chose qui avait été souligné par Henri Bergson, un argument extrêmement intéressant. C'est que si vous envisagez, quand on pense le conditionnement, on pense même au niveau physique, parce qu'il faut remonter même au niveau physique, il y a une cause qui produit absolument un effet. D'accord ? Et donc, à la limite, si on connaissait entièrement les causes, on connaîtrait d'emblée tous les effets, donc toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de la matière, du vivant, etc. C'est un peu sur ce mythe que fonctionnent les scientifiques. L'idée de ce qu'ils appellent, je ne détaille pas, les conditions initiales. Alors, si on connaissait les conditions initiales, le réglage parfait, etc. Ce que nous montre Bergson, c'est que ça, c'est une vision stupide, qui ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire. C'est nonsensical, comme disent les Anglais en philosophie. Ça n'a pas de sens. Et ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi ? Parce que alors il faut être très attentif. Sinon, ça supposerait de long développement, mais je vais le faire très court pour le temps. Quand on pense une cause qui produit un effet, d'accord ? On pense que toutes les informations susceptibles de produire l'effet sont dans la cause. C'est-à-dire qu'on peut les découvrir dans la cause. Mais si toutes les informations susceptibles de produire l'effet sont dans la cause ne produit rien, puisque le mouvement lui-même suppose, le mouvement c'est quoi ? C'est le changement, un changement par rapport à ces conditions initiales. C'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité dans les termes, c'est-à-dire pour qu'il y ait cause et effet, il faut qu'il y ait dans l'effet, pour que justement l'effet se produise, c'est-à-dire sorte de la cause, produise quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui change, qui est changement, si vous voulez. Il faut que toutes les informations susceptibles de produire l'effet ne soient pas dans la cause, pour qu'il y ait une continuité, c'est-à-dire pour qu'il y ait mouvement lui-même. Sinon, il y aurait une forme d'immuabilité sans rien, c'est-à-dire même dans le mécanisme lui-même, si vous voulez. Et c'est ça, le sens de ce que Bergson appelle l'évolution créatrice, c'est-à-dire que la créativité est non seulement nécessaire pour pouvoir justifier notre existence, dire on est créatif, mais la créativité, paradoxalement, c'est la condition du processus de causalité. Vous comprenez ou pas ça, ce que je suis en train de dire, c'est ce que je dis tout le temps. Vous ne comprenez pas ? Quand on dit qu'une cause produit un effet, c'est qu'il y a un mouvement. Vous êtes d'accord ? Et un mouvement, c'est quoi ? La définition basique d'un mouvement, c'est le changement. Mais le changement, c'est quoi ? Le changement, c'est justement que ce qui était à l'instant T1 change par rapport à ce qui était à l'instant T2. Donc ça veut dire que le changement lui-même ne pouvait pas contenir toutes les informations qu'il a même produites. Ça a même déterminé les théories actuelles qui nous font passer du principe de prévention au principe de précaution, avec l'idée que seul l'impossible est certain. Puisque tout ce qu'on a pu imaginer dans une situation donnée en tenant compte de toutes les informations, c'est forcément ce qui ne pourra pas arriver, justement, parce que c'est une forme de créativité, c'est-à-dire du devenir qui va faire advenir quelque chose qui n'était pas prévu. C'est ça qui nous a fait passer au principe de précaution. C'est ce qu'on ne peut pas y penser, parce que c'est le principe même de la temporalité, qu'on ne peut pas penser à ce qui va se passer dans le futur à partir du présent. Bon, voilà. Merci. Merci Raphaël Léger. On passe aux questions. Si vous avez des questions, veuillez lever la main et le micro viendra jusqu'à vous. Je crois qu'il y a une personne qui veut intervenir là-bas. Là-bas, le pull violet. Précisez à quel intervenant vous voulez poser votre question. Aux deux, en fait, j'ai deux questions qui peuvent rejoindre, je pense, les deux problématiques. Si on parle de la théologie, dans la Bible, au chapitre 2, verset 19, il y a Dieu qui crée des animaux, qui les présente à l'homme et l'homme les nomme. Et sur le fait de nommer, c'est encore autre chose que le langage quand même, je trouve. C'est une part du langage, mais il y a une caractéristique, il me semble. Et donc voilà, je me demandais comment vous réagiriez sur cette question-là. Et puis le deuxième, c'est sur le concept de dédoublement et la question de la vocation. C'est-à-dire que
L'homme est en devenir, il n'est pas que nature, il a besoin de se dédoubler visiblement pour s'identifier et exister. Et en même temps, la vocation, c'est vraiment quelque chose, l'appel à la vie, quoi. C'est vraiment quelque chose comment dire, qui nous tire en avant, qui est notre avenir, ce à quoi nous sommes appelés. Et je pense ici théologiquement à l'idée de ils sont nés de Dieu, en fait. Donc Jean 1, ici, la naissance est... Est-ce que vous pouvez résumer votre question brièvement pour que les intervenants puissent immédiatement saisir l'idée? D'accord. Eh ben, à partir du moment où je considère qu'il y a une naissance de Dieu, ils sont nés de Dieu, eh ben, il y a peut-être quelque chose qui est dans l'ordre de l'avenir qui nous détermine et pas seulement dans l'ordre de l'identique ou dans la narration passée. Voilà. D'accord. Yannick Imbert, vous voulez réagir? J'ai le choix. Donc, je viendrai à la deuxième question peut-être plus tard, parce que par rapport à la notion de dédoublement, que je n'ai pas travaillé, j'avoue que je ne suis pas certain de savoir où vous vouliez en venir. Peut-être que Raphaël Loggi a un peu plus compris par rapport à cette relation entre vocation et dédoublement. Pour ce qui est du premier, l'importance de nommer, qui, effectivement, dans le texte de la Genèse, mais qui se retrouve, en fin de compte, dans ce qu'est l'identité, tout au long du récit biblique, voire même le changement de nom qui manifeste tout au long de l'histoire biblique. Le fait de nommer peut être rattaché à ce qui vient d'être dit, au sujet de se raconter, au sujet du fait que l'homme qui est personnel et créateur, assigne un nom à ce qui est différent de lui. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qu'on fait régulièrement lorsqu'on donne des noms? Alors ça rejoint un petit peu la remarque de Raphaël Loggi tout à l'heure, même si ce n'est pas forcément la même chose. En fait, n'est-ce pas le même processus de nommer qu'on fait lorsqu'on donne des petits noms à des objets inanimés comme sa voiture ou l'architecture, les buildings, les stades de foot, qui portent des noms qui parfois veulent dire quelque chose, qui renvoient à une histoire et encore une fois à un épisode où l'homme a raconté quelque chose. Alors, on assiste dans ce phénomène de nommer même les choses. Il y a un petit changement peut-être actuellement où on préfère nommer certains stades du nom des compagnies aériennes qui représentent aussi la manière dont la culture se raconte elle-même. Si on nomme maintenant des stades de foot, des buildings, du nom de compagnies de jus d'orange, par exemple, et non plus, par exemple, d'hommes célèbres, c'est peut-être représentatif de ce qu'est la culture, en fin de compte. Je ne dis pas si c'est un signe positif ou pas, s'il faut s'en réjouir ou non, c'est pas la question. Pour le coup du dédoublement de la vocation, là, j'avoue que je laisserai réagir Raphaël premièrement, et si je me sens inspiré, j'y reviendrai. Vous voulez réagir, Raphaël? Oui, là, je pense que je peux faire assez court. Le fait de nommer, c'est justement le fait de faire entrer, par exemple, son enfant dans une histoire. Si je donne un nom qui est le nom d'un apôtre, par exemple, c'est justement parce que je le fais entrer dans cette histoire, qui est l'histoire chrétienne. Pourquoi est-ce que le nouveau pape a dû choisir un nom? Et tout le monde sait que ce nom, il ne l'a pas choisi par hasard. Donc, justement, un nom, c'est pour sortir du hasard, c'est-à-dire sortir de la non-histoire. Puisque la caractéristique du hasard, c'est qu'il n'y a pas de continuité, ça peut arriver n'importe quand, c'est arbitraire. Du coup, on n'est plus dans l'arbitraire. Et finalement, lorsque vous parliez je peux embrayer sur cette histoire de vocation et de dédoublement, la vocation participe du dédoublement. Mais le dédoublement, ce n'est pas quelque chose de négatif dans mon acception, il faut que je précise. C'est-à-dire que le fait de donner un nom qui est le nom François, c'est un nom qui correspond à une vocation, il se dédouble, c'est-à-dire au sens où il se donne quelque part le rôle de François. Il entre dans cette histoire-là.
C'est pour ça qu'il le fait. Donc la vocation, le sacerdoce, vraiment la vocation, c'est le fait au-delà de se donner un nom, de se donner un but. De se donner un but, c'est quelque chose de noble, c'est pas quelque chose de négatif dans mon acception. Donc l'identité et l'essence, la nécessité de l'identité et l'essence, c'est pas une contradiction, c'est-à-dire que ce n'est pas une fiction. Quand on est dans le mythe de son nom, de sa manière de s'habiller, etc., de tout le décorum, c'est quelque chose de nécessaire pour nous, mais qui n'est pas forcément superficiel. Parce que ça veut dire qu'on y croit, mais de notre côté. L'essence, parce qu'elle est essence, elle ne peut pas se dire en son entier, elle ne peut pas. La seule manière qu'elle a de se dire, la seule vérité, pour moi justement, c'est la vérité mythique. Ce n'est pas contradictoire avec la vérité, parce que ce n'est pas de la fiction. Vous voyez ? Et qu'à la limite, on pourrait même dire, mais presque de façon très rapide, la preuve qu'on a raison de croire qu'il y a une essence des choses, on peut appeler ça une essence divine ou je ne sais quoi, enfin, en fonction de sa croyance et justement du mythe, de la narration dans laquelle on s'inscrit, c'est que nous n'avons aucun accès, même à la réalité matérielle, telle qu'on la conçoit. Ce que les scientifiques appellent leur accès à la réalité matérielle, c'est une pure fantasmagorie, ça n'existe pas. Même l'atome, c'est un schéma spécifique. Aujourd'hui, c'est encore pire. Ce qu'on appelle, par exemple, le boson de Higgs, cette dernière particule ultime, non seulement on ne la connaît même pas en termes de modèle, on la connaît seulement parce on produit une réaction, et le produit de cette réaction, on en déduit. C'est déductif, c'est même pas inductif. Ça ne fonctionne même pas par une description empirique, si vous voulez. Donc on n'a aucun accès, c'est-à-dire le microscope, c'est pas parce qu'il agrandit, il ne fait qu'agrandir l'apparence, ce qui apparaît, mais c'est tout. Alors que le scientifique, il croit qu'en agrandissant la loupe, avec la loupe de son microscope, il s'approche de la réalité. Alors qu'il ne fait que changer de perspective à mesure qu'il se rapproche. C'est-à-dire, à mesure que je me rapproche, je vois de moins en moins l'objet dans son entier, mais de plus en plus une autre perspective. Mais rien de plus, jamais. C'est pour ça que, du point de vue essentiel, on a besoin du mythe. Et à la limite du mythe qui serait fondé sur une révélation qui dépasse le simple rapport à la perception. Donc ce n'est pas incompatible du tout. C'est même absolument nécessaire, cette identification et cette mythographie humaine. Merci Raphaël Logier. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, car nous atteignons bientôt la fin de ce forum. Je vois une personne juste au milieu avec la chemise bleue. Bonsoir, c'est une question pour Raphaël Liogier. Donc vous avez dit que la création est la condition du processus de causalité. Donc quelque part, est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez l'existence d'un créateur pour l'homme ? Je crois que la matière ne pourrait pas exister si elle n'existait seulement par elle-même. C'est ce que montrait cette antinomie dans le processus même de causalité. C'est-à-dire que même lorsqu'on pousse jusqu'au bout l'idée mécanique, on se rend compte que la mécanique elle-même ne pourrait pas exister s'il n'existait pas autre chose que la mécanique pour justifier l'existence de la mécanique. C'est un raisonnement qu'avait tenu avant moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je vous le dis tout de suite, Emmanuel Kant, qui parlait de ce qu'il appelle la foi rationnelle. Et ça ne voulait pas dire la foi dans la rationalité, mais ça voulait dire qu'il était rationnel d'avoir la foi, c'est-à-dire d'avoir une confiance dans ce qu'il appelait un objet suprasensible, c'est-à-dire un objet qui n'est pas donné dans ma sensibilité, c'est-à-dire qui ne peut pas apparaître, mais qui justifie tout ce qui existe. Alors maintenant, et il le disait pour une raison très simple, c'est ce qu'il appelait les antinomies de la raison pure, c'est-à-dire que si on va jusqu'au bout de la notion de causalité, on tombe vers l'idée, c'est la question que vous avez posée indirectement, quel est le moment premier ? Mais si on suppose un moment premier qu'on réfléchit en termes causaux, on est obligé de dire, soit ce moment premier, il faut qu'il ait une origination antécédente, un antécédent,
C'est une sorte de premier moteur pour parler comme Aristote. Hein. Mais à ce moment-là, ce n'est pas un moment premier puisqu'il fallait autre chose. Et donc on est dans ce qu'Aristote appelle la régression dans la série infinie des causes qu'il faut bien arrêter à un moment donné. Donc soit on dit, ça a commencé à ce moment-là, mais on est obligé de dire, c'est incompréhensible de dire ça parce qu'il faut qu'il y ait un moment avant. Soit on dit, ça n'a jamais commencé, c'est la deuxième possibilité. Mais si on dit ça n'a jamais commencé, ça veut dire que le temps dans le passé est infini. Mais comme vous le savez, pour ceux qui ont fait un peu de maths, si on divise l'infini par 2, ça fait toujours l'infini. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un temps infini dans le passé pour que quelque événement que ce soit se produise. Donc il ne peut pas y avoir d'événement, on ne peut pas exister. Parce que ça veut dire on se plonge dans... Donc on peut trouver le même type de paradoxe avec l'espace. Si on parle de tout l'univers, mais parler de tout l'univers, ça veut dire tout l'univers est dans quoi ? Donc il y a une frontière, donc il y a un truc derrière, donc c'est encore de l'univers, c'est encore de l'espace. Donc vous pouvez faire le même paradoxe temporel, le même paradoxe spatial, c'est ce que Kant appelle les antinomies de la raison pure. Il dit mais pour une raison très simple, c'est que ce qu'on appelle la causalité, ce n'est pas dans le monde réel, c'est seulement ce qui nous sert à fabriquer des objets, et ce qui est la forme même de notre sensibilité, c'est-à-dire la forme de l'entendement, c'est pas ce qui est posé ici. Par contre, il y a autre chose, parce que s'il n'y avait pas autre chose, vous le voyez bien, la causalité ne pourrait pas exister, puisque au sens même de ses propres lois, il n'est pas logique qu'elle existe. Vous voyez ? Donc, maintenant, si vous me demandez de répondre, est-ce qu'il y a un créateur ? Ça dépend ce que vous entendez par créateur. C'est-à-dire, moi, je dirais plutôt, je pense qu'il ne peut pas, la matière en tant que telle, ce qu'on appelle la matière, c'est-à-dire un processus causal, apparent, ne peut pas exister, ne serait-ce même que dans son apparence. C'est impossible, incompossible pour parler comme Leibniz, c'est-à-dire que c'est impossible dans tous les mondes possibles, même si on imagine d'autres variables. Donc c'est ça l'incompossibilité. C'est incompossible qu'il n'y ait pas du non matériel que je ne peux me résoudre qu'à appeler finalement l'esprit. C'est tout ce que je peux dire. Merci Raphaël Laugier. Étant donné la différence de temps de parole entre les deux intervenants, je vais demander à Yannick Imbert s'il veut réagir par rapport à l'intervention de Raphaël Laugier et puis nous arrêterons là. Je rappelle qu'il y aura toujours possibilité de venir contacter les intervenants juste après puisqu'il y a une collation. Est-ce que vous voulez réagir Yannick Imbert ? Je réagis en 10 secondes seulement par rapport au dernier mot de Raphaël Laugier en disant que la seule chose que j'ajouterais, bon, vous m'attendez au tournant, c'est normal, c'est l'aspect personnel de cet esprit-là, qui me semble, en fait, sans lequel l'esprit donc, dont Raphaël Laugier parle n'est qu'un concept, et en fait n'a aucune réalité. S'il n'y a pas d'aspect personnel à cet esprit-là, et pour parler comme Anselme ou comme Thomas d'Aquin, que nous appelons Dieu. Mais je ne vais pas me lancer dans toutes ces choses-là parce que l'heure ne le permet pas. Vous voyez qu'on pourrait encore aller beaucoup plus loin dans toutes les réflexions que nous avions, mais je vais m'arrêter ici par souci de temps et pour qu'on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire la collation. Merci à tous. Bien voilà, c'était la dernière soirée de ce Forum Veritas. Alors encore une fois, vous pouvez voir les intervenants lors de la collation. Je laisse la parole au GBU. Encore quelques petites informations. Je vous invite à répondre et à remplir le sondage. Il y aura un stand aussi avec des livres à l'extérieur si vous voulez continuer à alimenter votre réflexion. Il y aura aussi 5 soirées qui vont être organisées les mercredis prochains. Donc le thème général, c'est tout ce que vous avez voulu savoir sur Dieu. Donc vous avez eu des tracts normalement, sinon venez nous voir. Voilà. Je remercie encore une fois les intervenants et donc je vous invite à passer à la collation.